Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Du 9 au 11 septembre s'est tenue à Safi la 21e édition du Festival national de l'Aïta qui a baissé ses rideaux samedi dernier. L'Aïta, qu'on peut traduire littéralement par le cri ou l'appel, est depuis des siècles le cri d'amour, de joie, de peine, d'espoir, de résistance et aujourd'hui de nostalgie de tout un peuple, un art qui a émergé des terres de nos campagnes, principalement celles de Abda, Chaouia et Doukala, mais pas que. À chaque région du Maroc, sa Aïta, ses rythmes, sa poésie, ses chiours et ses chikhat, des artistes habités, passionnés, troubadours des temps anciens et modernes, souvent considérés injustement comme des artistes de seconde zone quand on accepte de leur concéder le statut d'artiste. L'Aïta, c'est tout un pan de notre mémoire. Elle raconte notre histoire, celle des tribus, des combats pour la terre et pour la liberté, celle des hommes et des femmes de valeur, comme la mythique Kharboucha, et celle des tyrans, comme le Qaïd Aïssa. C'est un cri d'amour sur champ de guerre et un cri de guerre sur champ d'amour. Mais cet art a été victime de son caractère principalement oral, par manque ou par rareté d'une véritable relève. Une grande partie des textes de l'Aïta sont menacés de sombrer dans l'oubli. Heureusement, grâce à la prise de conscience et au travail de collecte, de recherche, de documentation et d'archivage de quelques amoureux de cet art, ce patrimoine est en train d'être réhabilité pour occuper la place qu'il mérite. Parmi eux, Brahim El Mezned, acteur et entrepreneur culturel incontournable de la scène marocaine, directeur du festival Timitar, directeur fondateur du festival Visa for Music, et initiateur et directeur d'une riche et précieuse anthologie consacrée à l'Aïta, parue en 2018 et qui a reçu le prix international en juillet dernier, qui consacre les meilleures pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel de l'Institut du patrimoine de Sharjah aux Émirats arabes unis. Brahim El Mezned, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir et merci de me recevoir. Alors, vous avez initié et coordonné, on le disait en 2018, cette magnifique anthologie consacrée à l'art de l'Aïta. Comment est née l'idée et quelle démarche avez-vous adoptée pour réaliser ce travail ? Ce projet est né de la volonté de contribuer à la promotion et à la conservation de cet art séculaire qui fait partie des musiques et des pratiques les plus écoutées au Maroc. Donc nous avons fait ce travail collectif, à la fois avec les artistes, avec les chercheurs, en allant bien évidemment sur le terrain. Ça a demandé 2 années de travail, parce qu'on est allé dans les territoires où la pratique est encore conservée. Nous avons également rencontré tous les artistes qui ont participé à cette anthologie. Il y a une trentaine d'interprètes et plus de 200 musiciens. Donc ces trésors humains et vivants, il a fallu d'abord qu'on les rencontre, qu'ils adhèrent au projet. Et je trouve que cette adhésion, pour nous, c'est un bel hommage à cet art. Tout le monde a souhaité participer à cette anthologie. Comme je disais, elle est composée de 10 albums, avec 2 livrets, à la fois en arabe et en français, puis en anglais, qu'on a d'ailleurs déposé dans plus de 300 points de lecture à travers le Maroc. Donc, donc il y a 2 livrets en arabe, en français et en anglais, et il y a 10 CD. 10 CD avec toutes les formes des pratiques de l'Aïta de tous les territoires marocains. C'est un travail qui a demandé beaucoup de temps. Beaucoup de terrain et puis un temps lourd en studio pour pouvoir fixer et conserver ces titres majeurs de l'Aïta. Vous m'avez dit, Brahim El Mezned, que rien que depuis 2018, il y a 4 ans depuis la réalisation de cette anthologie, 4 ou 5 personnes de ceux qui ont participé à ce projet sont décédés. Donc il y a urgence aujourd'hui, parce que cette génération est en train de disparaître. C'est une mémoire vivante. Donc ce travail, vous avez fait une grande partie du travail, mais beaucoup de choses restent à faire. Effectivement, nous avons perdu malheureusement quelques figures que je considère des trésors humains vivants, comme le marhum Mustafa El-Bidawi, Fadil, Chamazaz et d'autres que je suis vraiment très heureux de les avoir enregistrés dans cette anthologie, mais également des chercheurs comme le marhum Al-Rgou, qui m'a accompagné sur cette aventure. Et d'ailleurs, j'ai une pensée émue aujourd'hui à Khadija El-Bidawiya qui traverse une période difficile. Je souhaite
bon rétablissement. Khadija Bedaouia qui traverse une période difficile. Je lui souhaite un bon rétablissement. Et effectivement, je pense que pas que l'art de la Haïta, mais dans d'autres pratiques, il faudrait qu'on soit bien évidemment vigilant à la transmission, à trouver des outils pour que cet art, comme d'autres pratiques artistiques du Maroc, soit préservé, transmis de génération en génération. On voit là défiler des images du documentaire, parce que vous avez réalisé un documentaire sur les enregistrements, comment justement s'est fait les enregistrements. Et moi, c'est un travail d'écriture et d'enregistrement assez lourd quand même, parce que, comme on l'a dit, l'anthologie est composée de 10 CD, enregistrés par 250 artistes et musiciens, dont une trentaine d'interprètes, en plus des 2 livres. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées pour la réalisation de cette anthologie ? D'abord, les difficultés liées au terrain, parce qu'il fallait trouver le temps d'aller à tous ces territoires-là. On est allé à incontournable, bien sûr. Bien évidemment, on est allé bien sûr à Abda, Asfi, Sebtgejoula, Fkhemensal, Ouadzam, Taounat. On est allé aussi à Rachidia pour la partie de Bildi. On est parti, bien évidemment, on a rencontré des artistes à Kharibga, dans tous les territoires où il y a la pratique, plus 2 mois de studio qui ont demandé un temps énorme, parce qu'il y a un travail de minutieux à faire, à la fois sur les textes, sur la... Une grande qualité dans les enregistrements. Tout à fait, parce que nous avons voulu avoir un enregistrement qui est quasiment comme on le faisait dans les années 80 ou 90, un son très blues. Et on a d'ailleurs mixé aussi ce travail à l'étranger pour avoir une qualité extraordinaire pour la mémoire, à la fois pour que cette pratique, qu'elle soit fixée dans cette belle anthologie. Très important, parce que vous avez enregistré avec les instruments de l'époque, donc c'est authentique, il n'y a pas d'instruments modernes comme on voit aujourd'hui, l'orgue ou bien même le luth qui n'est pas propre à cet art. Exactement. Alors, après avoir longtemps été négligé et snobé, des fois même méprisé, ces dernières années, nous assistons à une prise de conscience de l'importance de ce patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'on fait, à part des initiatives comme ça? Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau des départements chargés de la culture, chargés du patrimoine, pour préserver? Parce que là, c'est des initiatives isolées d'amoureux, de chercheurs, de passionnés. Vous avez parlé du festival de la Haïta, qui est un très beau rendez-vous pour cet art, auquel d'ailleurs les artistes sont très attachés, qui a lieu chaque année à Safi, qui est un des temples de cet art. Évidemment, je pense qu'il y a une réflexion à mener aujourd'hui sur la question de la transmission, parce que le rapport maître à disciple n'appartient plus au temps moderne, en tout cas dans la pratique de la musique. Et je pense que peut-être il y a une réflexion à mener à la fois avec les pouvoirs publics, mais aussi avec la société civile, de créer des écoles ou des maisons de transmission de cet art pour que cette pratique ne soit pas perdue. Il y a eu un travail formidable aussi par un certain nombre de chercheurs. J'ai pensé à Marhoum Bouhamid, le travail extraordinaire qu'a fait Hassan Njmi, Bahraoui et d'autres qui continuent, qui ont donné envie à la jeunesse de notre pays de s'intéresser à cet art. Et je pense que j'ai bon espoir pour que cette pratique revienne. Autant les jeunes, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, s'intéressent à des pratiques à travers le monde, autant ça leur a donné envie aussi de chercher dans la mémoire collective des choses à laquelle nous avons longtemps tourné le dos. Alors, la place de la Haïta dans notre société est assez particulière, la relation est assez ambiguë, parce que autant elle fait vibrer quasiment tous les Marocains, même ceux qui se décrivent modernes, mais beaucoup n'arrivent pas à l'assumer. Ils ne disent pas ouvertement qu'ils aiment la Haïta ou qu'ils aiment Chekhat, alors qu'ils écoutent quand ils sont dans des groupes d'amis ou bien dans leur voiture. Pourquoi, à votre avis, il y a cette relation
passionnel et un peu de rejet, d'amour et de rejet. Là, on voit Kharboucha, la mythique sur la photo. À votre avis, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'on n'assume pas une certaine part de nous-mêmes? Je pense que nous devons bien évidemment assumer d'abord une part de nous-mêmes, de regarder les choses en face, peut-être aussi assumer une part de notre ruralité, parce que chacun de nous a une part de ruralité. Pendant longtemps, effectivement, il y a eu on tournait le doigt tout ce qui ne vient pas de la cité. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont commencé à changer avec de nouvelles figures qui ont aussi apporté, entre guillemets, une modernité à la chose, même s'ils sont dans la pratique de l'Aïta. Et de plus en plus, il y a de l'intérêt à cet art. Et bien évidemment, il est mieux préservé en milieu rural, notamment à la région de Z'Ir ou la région de Abda ou de Kala. Mais je pense que de plus en plus, les Marocains commencent à creuser dans la mémoire collective et dans le patrimoine immatériel de notre pays. Alors, certains croient que que l'Aïta, elle est née au siècle dernier, alors que c'est un art ancestral. Et il y en a qui disent que cette musique remonterait au XIIe siècle, à l'époque des Almohades. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que vous pensez qu'elle remonte aussi loin? Effectivement, il y a un travail qui est fait par un certain nombre de musicologues, mais personnellement, je pense que la forme telle qu'elle est aujourd'hui, elle date de la fin du XIXe siècle et elle est née d'une rencontre entre deux communautés, la communauté amazigh et la communauté arabe, ce qui fait que ça fait de cet art un art marocain d'exception. Exception. On vient de voir des photos de certaines divas de l'Aïta. On avait Fatna Bint al-Hussein, Haja al-Hamdawiya, chacune dans son genre. Et vous aviez dit que Cheikhat, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'elles sont mésestimées, ou ce sont des femmes libres alors qu'ils nourrissent beaucoup de fantasmes dans l'imaginaire collectif, parfois négatif. Elles ont un rôle social, mais qu'elles avaient aussi un rôle éducatif par le passé. Et on l'oublie. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a cette adulation et mépris des fois qui est nourri par des fantasmes. Mais les artistes, les cheikhats comme les chours de l'Aïta, comme les rouais ou les raïsat, parce que c'est la même appellation, elles sont un témoin de notre temps. Elles ont toujours témoigné la vie de chaque période. Donc, on voit ça aussi dans les pratiques de Tamawed, dans les pratiques de Terrouissa, dans la pratique de l'Aïta et dans toutes les expressions. Et effectivement, leur côté libre provoque des fois un rejet. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses commencent à changer parce qu'il faut dire que ces femmes se sont installées en milieu citadins, ils ont pris une place importante et majeure. Elles ont aussi innové, ils ont réussi aussi à créer de fortes personnalités. Absolument, on voit Fatna Bint al-Hussein, l'une des cheikhats qui ont imposé. Exactement. Elle avait une aura, un respect. Tout à fait, elle provoque le respect, bien évidemment. Elles sont adulées là où ils sont. C'est des stars dans leur vie. Et puis même celles qui ne sont pas forcément, entre guillemets, cheikhat, comme Haja al-Hamdawiya, qui a innové, qui a créé sa propre personnalité. On avait dit qu'elle a apporté du glamour. Ce n'est plus l'Aïta du terroir, c'est autre chose. Tout à fait, parce qu'elle a réussi aussi à ramener le côté électrique à cette pratique qui a dérivé vers la pratique du Chabi et qui a créé un nouveau style qui aujourd'hui continue à alimenter la scène musicale marocaine. Oui. On a vu tout à l'heure passer, peut-être qu'on peut la revoir, la photo de Feu Chahib el-Bedawi. Oui. Alors ça c'est particulier aussi, parce qu'il y a une époque où on n'acceptait pas que les femmes, parce qu'il était, en tout cas pour la télé, donc, et même les enregistrements, et c'était spécial. Est-ce qu'on était, il y a un moment peut-être où on était plus tolérant, où on acceptait des personnages comme Bouchaïb el-Bedawi, peut-être qu'on n'accepterait pas aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi. Oui.
Donc forcément, ce sont comme je disais, des artistes libres, que ce soit des femmes ou des hommes, et qui arrivaient, et bien évidemment, qui assumaient leur côté artistique, qui serait vu aujourd'hui comme une provocation, alors que ça n'en est rien. On voyait ça aussi à la place Jamal Fna, et ça continue jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça continue jusqu'à il n'y a pas longtemps de voir des hommes déguisés en femmes et vice-versa, et qui assument et qui font leur spectacle. C'est du spectacle, c'est de l'art. Et puis après le spectacle, ils ont une vie après le travail. Alors, généralement, on connaît 3 ou 4 aïtas. L'aïta al-Bedawiya, al-Hasbawiya. Mais il y a d'autres aïtas. Et vous, dans votre anthologie, vous avez fait le choix d'intégrer même l'aïta Jibliya, qui d'habitude, en fait, n'est pas considérée comme une aïta. Pourquoi vous avez fait le choix d'intégrer l'aïta Jibliya? D'abord, il y a plusieurs versions de la pratique de la musique de l'Aïta, que ce soit au niveau d'Abda avec l'Aïta al-Hasbawiya, que ce soit au niveau de Dukkala et à sa capitale Casablanca, où cette pratique s'est beaucoup nourrie, et notamment avec les premiers enregistrements et les premiers cabarets à Casablanca. N'oublions pas l'Aïta Zaria dans l'arrière-pays de Rabat quasiment jusqu'à Bni Mellal, avec ses formes connues, que ce soit à Ouazzam, que ce soit à Fqir, que ce soit à Khribga, où la pratique continue. D'ailleurs, c'est une des régions où la pratique elle est encore très conservée. Il y a d'autres formes qui peuvent être considérées, entre guillemets, mineures, comme la forme de bildi qu'on trouve à Tafilat, l'Aïta al-Filaliya, considérée par certains comme une forme de l'Aïta. La pratique qui a lieu également dans la région, dans l'arrière-pays de Marrakech, de côté de Rhamna, Ben Grir, etc., l'Aïta al-Hawziya. D'autres formes aussi de côté de Chiadma, Bni Mellal, et évidemment la forme de l'Aïta Jibliya qui est différente esthétiquement parlant. Elle est très méditerranéenne, même si elle est née en milieu, Jibli, les montagnes au sud de Tanger. Et donc, toutes ces formes, chacune de ces formes a ses grands maîtres. On peut dire, vous avez parlé de Maréchal Qiboub, Chahib Bedawi au niveau de Casablanca, Fatna Belhoussi au niveau de l'Hasba, Chamazaz, Haji Srifi, l'Aroussi, le Garfti au niveau pour l'Aïta Jibliya. Et puis les anciens d'Abaji. Exactement. Donc, chacune des régions a ses grandes figures qui ont laissé une mémoire extraordinaire de ces pratiques. On va peut-être écouter et regarder un petit extrait du film que vous avez tourné pour accompagner l'anthologie et revenir à la dernière partie de notre entretien. وقلت لذاك مول الشركه قلت له انا هسير غنمشي لعنده البلاد وقال لي لا بغيت نمشي سير غنمشي عنده لطنجه شهر وانا عنده نتمرن على واحد الكاسيطه وجيت سجلتها شهر وانا في طنجه واكله شربه ما عند حاجه سريفي الله ينصر المغرب. العيطه ديالنا كيكون عندها واحد السبب باش خرجوها. وعندنا الحمد لله دابا الاغاني ديالنا تطورت شي حاجه. وشكون طور هاد الاغاني؟ واحد السيد يعني ما نساوش الخير ديالو. السيد كيقولوا عبد الملك الاندلسي. Vous m'avez dit, Ibrahim, quelque chose de très important, c'est que l'Aïta, en fait, elle est liée malgré tout aux femmes. Et quand les femmes disparaissent, ou bien quand les femmes arrêtent, elle disparaît avec eux. C'est ce qui est arrivé avec l'Aïta Jibliya. C'est peut-être aussi l'une des raisons qui vous a poussé à l'intégrer. Bon, Allah yarhamfeu Zaz, Chamazaz, qui pourra la remplacer. Donc c'est lié aux femmes, même s'il y avait aussi les chiours, même s'il y a aussi les chiours. Personnellement, je considère une musique, quand elle s'appauvrit dès qu'on exclut les femmes ou dès qu'il y a moins de
présence féminine, que ce soit sur scène, que ce soit dans le texte, que ce soit dans le public. Et c'est pour ça que la musique, elle est liée à la convivialité. Et forcément, concerne il faut que, s'il n'y a pas de mixité, je pense que la musique, elle s'appauvrit forcément. Oui. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on encourage à la pratique musicale pour les garçons comme pour les filles. Oui, filles. Aujourd'hui, il y a urgence, d'autant plus que les textes et la poésie de l'Aïta, contrairement peut-être à celle des Rouaïs, ce sont les mêmes textes qu'on a réinterprétés et qu'il n'y a pas de nouveaux textes qui viennent enrichir le répertoire. Donc, s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas de personnes comme vous, comme les autres chercheurs, ce patrimoine va se perdre. Malheureusement, oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à mener. Je pense qu'aujourd'hui, le ministère fait un travail d'inventaire du patrimoine immatériel de notre pays. Ça, c'est un travail que je salue personnellement, qui est un travail formidable. Et je pense qu'il faut continuer encore à creuser dans notre patrimoine immatériel, à la fois pour sa conservation, mais aussi pour sa promotion, et qu'il ne puisse pas disparaître. On ne peut pas le mettre dans une... On ne va pas le mettre... On ne va pas avoir... Comment dire? On ne va pas uniquement le conserver, mais aussi il faut que la pratique soit perpétuée par de nouvelles générations pour qu'il puisse être... pour qu'il se nourrit. Parce que c'est... Il faut enrichir sans le dévoyer. Parce que ce patrimoine, c'est ce qui fait la personnalité marocaine. Alors, actuellement, vous travaillez... Enfin, incessamment, il y a un très très beau livre qui va sortir. De quoi, quel thème, cette fois-ci, quelle aventure vous avez... vous vous êtes lancé dans quelle aventure? On a sorti, d'abord, pendant la période Covid, on a sorti l'anthologie des Rouaïs, qui est un très beau travail aussi, avec la présence d'une cinquantaine d'artistes de Raïsat et Rouaïs. Et puis, à l'issue de ça, il y a eu un travail monumental, documentaire, iconographique, avec plusieurs chercheurs. On a sorti, dans notre édition, un très beau livre qui fait 400 pages autour de l'art des Rouaïs, qui est un très beau livre qui évoque ce patrimoine immatériel amazigh dans tous ses aspects historiques, sociaux, esthétiques. Et surtout, c'est un très beau livre d'un format assez agréable. Alors, pour cette anthologie et pour les amoureux de l'Aïta, il est disponible en vente encore aujourd'hui? L'anthologie, pas encore, mais l'anthologie de Rouaïs, enfin l'anthologie en rupture, il y aura une réédition prochainement. Oui. Et celle de Rouaïs, elle est disponible, comme le beau livre qui va être aussi disponible bientôt. Voilà. Parce que, une dernière remarque, parce que c'est des CD, et est-ce que vous n'avez pas pensé à une nouvelle forme? Parce que les lecteurs CD, maintenant, non, ils ont tendance... C'est une anthologie collector, mais la musique, elle est bien évidemment en ligne. Merci beaucoup, Brahim El Mezned, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes acteur et entrepreneur culturel, directeur du Festival Témithar, directeur fondateur du Festival Visa for Music, et que vous avez initié et dirigé de nombreuses séries d'anthologies consacrées au patrimoine marocain, dont celle dédiée à l'Aïta et celle consacrée au Rouaïs, intitulée Rouaïs, voyage dans l'univers des poètes, chanteurs itinérants amazigh. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.